Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission Niwa de Soir sur Niwa d'Info 1. Mamadou Diouf, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce lundi, des appels au cessez-le-feu au Soudan se sont multipliés au lendemain de combats meurtriers entre armées et paramilitaires. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 100 morts et des centaines de blessés, a rapporté le syndicat soudanais des médecins. Alors Mamadou Diouf, qu'est-ce qui était ou est à l'origine de ces nouveaux confrontations, pardon? En fait, il y a une difficulté aujourd'hui entre celui qui était considéré comme le numéro un de la junte au niveau du Soudan et celui qui était considéré comme le numéro 2. Il s'agit bien sûr de celui qui était là comme président de la République, Abdel Fattah al-Burhan, et Hemeti, puisque c'est le surnom qu'on lui donne, Mohamed Ramadan Daglo, qui était le numéro 2 du régime. Ensemble, ils ont fait tomber le président soudanais, l'ancien président, Omar el-Béchir. Ensemble également, ils ont géré la première tranche de la transition. Ensemble, ils ont décidé, au moment où il fallait remettre la transition aux civils, de ne pas remettre la transition aux civils. Maintenant, les problèmes ont commencé après parce que pendant tout ce trajet, les populations du Soudan n'ont jamais accepté. Et malgré toute la durée, ces populations ont continué à manifester régulièrement. À un certain moment, avec l'appui de la communauté internationale, il fallait changer la donne. On a fait des négociations à nouveau pour qu'il y ait une nouvelle transition et qu'on remette le pouvoir aux civils, parce que les civils disaient maintenant, il ne s'agit plus de partager le pouvoir avec les militaires, il faut rendre le pouvoir aux civils. Les combats ont eu lieu autour de la capitale Khartoum entre les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan. C'est quelque chose d'habituel, cette rivalité militaire au Soudan? Non, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Ça résulte de ce que je disais tout à l'heure. Ils étaient ensemble. Donc, il n'y avait pas une guerre entre les deux hommes, puisqu'on acceptait qu'un est le numéro 1, l'autre est le numéro 2. Les problèmes ont commencé à se poser quand les civils ont dit on écarte les militaires et que l'accord l'a accepté. Mais ça veut dire qu'il fallait faire partir les militaires. Les civils avaient demandé à ce que ces forces rapides de Hameti intègrent l'armée. Et là, il s'est trouvé maintenant un conflit entre les militaires pour l'intégration de ces forces. Et bon, vous avez un général, vous avez un autre général, quand vous les mettez ensemble, qui sera le numéro 1? Parce que les civils voulaient que l'armée soit complètement réorganisée. Mais derrière, il y a d'autres problèmes. Les civils, dans cet accord, avaient demandé à ce que la mainmise de l'armée sur l'économie du pays, parce qu'il y a une véritable mainmise de l'armée sur l'économie du pays, que cette mainmise-là, qu'on y mette fin. À ce moment, vous avez deux personnes qui se retrouvaient ensemble, mais qui se retrouvent ici en conflit parce qu'il n'y a plus un numéro 1 et le numéro 2. Ils se retrouvent sur le même pied d'égalité et chacun était en train de devoir sauver à la limite sa peau face à des civils qui ne voulaient plus des militaires dans le système étatique en termes de gouvernance. Et c'est là où finalement, ne s'entendant pas, Hameti depuis pratiquement un an disait qu'on assiste à un échec de la transition. Il était allé même à un certain moment jusqu'à dire que si la transition risque d'aller vers le gouffre, lui, il est prêt à intervenir. Donc, il n'y a pas de surprise. Ceux qui suivent l'actualité au Soudan ne sont pas surpris. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à une guerre. On s'attendait peut-être à ce que l'un arrête l'autre. Justement, plus de 48 heures de combat. Plus de 48 heures de combat, au moins 100 morts et plus de 600 blessés. Bilan encore provisoire. On se demande, est-ce que on assiste à une tentative de déstabilisation de pouvoir? Ou est-ce que le pays est au bord d'une guerre civile? Le Soudan qu'on connaît déjà très fragilisé par une crise sociopolitique. Mais on est clairement en face d'une guerre interne. D'habitude, quand on disait guerre civile, c'est deux parties de la population, c'est les populations contre les militaires. Mais ici, ce qui est extraordinaire, c'est deux groupes, parce qu'on parle de paramilitaires, mais quand on regarde ceux qui sont avec lui, c'est des gens formés. Paramilitaires, c'était au départ, quand on parlait des gens jaouites. À l'époque, effectivement, c'était des gens pas trop bien formés. D'ailleurs, même leur chef, Hameti lui-même, n'est pas un militaire de carrière. Il a été propulsé général. Mais la guerre, si ils n'acceptent pas de négocier,
alors qu'il y a peu d'espoir pour cette négociation, risque d'être longue. Puisque chacun d'entre eux a une armée, chacun d'entre eux a des moyens. Si l'un parvenait à prendre le dessus dans quelques jours, l'autre risque de se mettre en posture de guérilla, en posture de rébellion, mais je ne crois pas que l'un va accepter de déposer les armes pour laisser l'autre être celui qui va gérer ce pays-là. Parmi les deux forces rivales, on a les FSR, Forces de soutien rapide au groupe d'ex-miliciens de la guerre du Darfour. Il y avait cette situation d'intégrer l'intégration de 100 hommes de forces de sécurité dans l'armée et la question de savoir qui va diriger la nouvelle force. Est-ce que c'est ça aussi la principale paume de discorde? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les civils ont dit « nous ne voulons pas de militaires dans l'appareil de gestion du pouvoir ». Donc il faut que les militaires redeviennent des militaires sont pas prêts. Et qu'ils retournent dans les... Ils sont obligés, ils ont fini par accepter, puisque la population soudanaise manifeste depuis le coup d'État. Oui. Et elle n'a pas arrêté de manifester. Finalement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer, ils ont accepté. Mais à leur surprise, les populations leur ont demandé « vous êtes militaires, entendez-vous retourner au camp, qu'on ait une armée républicaine ». C'est-à-dire une seule armée, pas une armée d'un côté, des autres, qu'ils soient militaires ou paramilitaires. Mais quand on veut transformer ces deux groupes en une seule armée, c'est là où le problème s'est véritablement posé, puisque bien sûr, chacun veut maintenant devenir le chef. Et finalement, comme il peut y avoir deux chefs en même temps, ils se sont affrontés. Dans la capitale soudanaise Khartoum, des tirs ont retenti tout au long du week-end et toute cette journée de lundi. Les appels au cessez-le-feu se sont multipliés de l'ONU, Washington, Moscou, Paris, Rome, Riyad, l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Union européenne. Même l'ancien Premier ministre civil, Abdallah Hamdok, je vous propose de suivre son interview. Je reviens juste derrière. Cette guerre doit prendre fin, car c'est une guerre où le gagnant est le perdant. La paix reste la seule option possible pour le peuple soudanais afin d'éviter de sombrer dans la guerre civile. Il y a une forte inquiétude partagée au sujet des combats, de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour les civils, pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région. Nous appelons à une cessation immédiate de la violence, à une reprise des pourparlers qui semblent aller dans le sens d'un gouvernement civil, ce qui est bien sûr le résultat souhaité en fin de compte. La paix reste la seule option possible, déclare le Premier ministre soudanais, ex-Premier ministre Abdallah Hamdok. Est-ce que ces nouveaux regains de violence là ne mettent pas en cause les accords signés? On se retrouve dans une situation complètement nouvelle, qui n'était certainement pas dans la feuille de route qui avait été tracée pour remettre le pouvoir aux civils. Et ça complique davantage la tâche, parce qu'actuellement, quand vous regardez ce qui se passe, vous n'entendez pas les civils. C'est les militaires qu'on entend, j'ai pris tel palais, j'ai gagné telle chose. On n'entend plus ce mouvement civil qui d'ailleurs même est à l'origine de la chute de Omar el-Béchir. Ce n'est pas les militaires. C'est comme ce qui s'est passé au Mali, c'est les populations qui ont fait l'essentiel du travail, les militaires sont venus après. Maintenant, le problème fondamental, comment faire pour que ces deux militaires qui doivent aller dans le côté militaire ensemble acceptent de s'asseoir? Et déposer les armes. Non, il faut qu'on s'asseye d'abord avant de déposer les armes. C'est tout le problème. Et ça va être extrêmement compliqué, puisque les dernières semaines, on les a vus chacun dans son camp avec des positions qui étaient plutôt des positions radicales. Mais s'ils ne déposent pas les armes, on ne peut pas parler de paix. Et malheureusement, ce sont les populations civiles qui payent les pots cassés, parce que même quand on parle de morts, c'est plutôt les populations civiles qui ont été tuées par des balles perdues, parfois malheureusement même dans leur maison, pas nécessairement dans la rue. Et ça intervient à un moment où le Soudan était déjà dans une situation difficile. 3 jours que les populations sont enfermées dans leur maison, mais bientôt, vous allez voir, ça va créer un autre problème qui sera un problème humanitaire, puisque les deux n'acceptent pas pour le moment d'écouter ce qui est dit aussi bien par Hamdok, l'ancien Premier ministre, que par un très grand nombre de pays. Mais il faut rappeler que ces pays s'en mêlent parce qu'il y a des intérêts. Au niveau du côté gouvernemental, vous avez l'Égypte, par exemple, qui soutient Abdel Fattah.
Mais au niveau des forces paramilitaires, les FSR, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis, parce que les gens l'oublient, le Hameti a envoyé des hommes se battre en Libye. Hameti a envoyé des hommes se battre au Yémen, où la coalition qui est là-bas est dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, vous avez encore cette complication supplémentaire où, si ces alliés se mettent chacun du côté de celui qui les soutient d'une façon ou d'une autre, on peut se retrouver avec une situation à la libyenne où ce n'est plus une affaire entre des Libyens seulement, mais avec une intervention étrangère. Justement, parlant des alliés, la Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence sur le Soudan. La demande du Caire où elle siège et de Riyad également, est-ce que à cette réunion, des pistes de solutions pourront s'en sortir? On peut l'espérer, puisque c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est vraiment bon pour le peuple soudanais. Mais de façon générale, la Ligue arabe n'a jamais réglé de problème. C'est aussi ça le défaut, puisque je disais tout à l'heure que vous avez l'Égypte d'un côté, vous avez l'Arabie Saoudite de l'autre. Généralement, il y a aussi cette querelle de leadership qui existe dans le monde arabe. C'est cette même querelle de leadership qui a fait que le monde arabe n'avait pas pu apporter grand-chose à la question libyenne, ni au conflit actuellement qui ne finit pas entre l'Algérie et le Maroc, le conflit du Sahara occidental, etc. Mais sauf exception, je ne m'attends pas à grand-chose de la part de la Ligue arabe. Le Soudan connaît une instabilité sociopolitique qui s'est détériorée depuis la chute du président Omar el-Béchir. Qu'est-ce qui vraiment, véritablement empêche le retour de la démocratie au Soudan? Mais ce sont les militaires. Ce sont les militaires, il faut être très clair là-dessus. Les populations qui se sont battues pour que le président el-Béchir parte sont venues avec une feuille de route pour une transition de 4 années. Et c'était une véritable transition parce que sur la feuille de route, il fallait refonder le Soudan. Tout ce qui devait être fait a été dit clairement. Quand les militaires sont arrivés, les militaires ont voulu amener une autre feuille de route. En voulant d'abord diriger seuls la transition, les populations ont manifesté, ils leur ont donné 10%, 30%, jusqu'à ce qu'on se retrouve à 50%. Et finalement, ce partage, nous, on dirige une moitié de la transition et c'est nous qui commençons, vous dirigez l'autre moitié. Le problème, ce sont les militaires. Les populations civiles ont fait des propositions extrêmement claires sur le Soudan qu'on veut construire, comment ça va fonctionner et tout. Et ça a été fait bien avant la chute de Omar el-Béchir. Ce n'est pas à la chute de Omar el-Béchir que ça a été fait. Quand il travaillait pour faire chuter Omar el-Béchir, c'était pour pouvoir recréer, refonder ce Soudan sur des bases qui étaient des bases écrites où vous avez l'ensemble à la limite, l'essentiel des intellectuels du Soudan, qu'ils soient médecins, ingénieurs, professeurs d'université, qui ont participé à ce travail-là. Mais c'est les militaires qui ont empêché la mise en œuvre de cette feuille de route. À la sortie de la Ligue arabe, le Soudan a demandé justement à la Ligue arabe de se prémunir contre les ingérences internationales. Y a-t-il des risques? Les risques sont énormes. Je disais tout à l'heure que vous avez l'Égypte du côté du pouvoir en place. D'ailleurs, au niveau du Darfour, les hommes de Hameti ont arrêté des Égyptiens qui étaient là-bas, qui pilotaient des avions. L'Égypte a intérêt au moins à ce que au moins ces citoyens qu'on les laisse tranquilles. Maintenant, jusqu'où l'Égypte va aller, jusqu'où l'Arabie Saoudite va peut-être rendre l'ascenseur à Hameti qui est venu le soutenir au Yémen, mais c'est ça qui fait que si on ne fait pas attention, l'ingérence étrangère va plutôt aller dans le sens d'allonger ou d'aggraver ce conflit, alors qu'il aurait mieux valu que de l'extérieur, que les gens fassent une médiation pour que les populations soudanaises, civiles surtout, retrouvent le pouvoir, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une médiation juste pour régler le problème militaire. Quand on aura réglé le problème de la guerre, mais il restera la question de la transition. Qui va diriger actuellement la transition, puisque la règle, les derniers accords voulaient que les militaires cèdent la place aux civils. Et sur place au Soudan, qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement calmer ces tensions qui s'est réveillée depuis 72 heures? Sur place, on fait quoi quand les gens tirent avec des armes lourdes, quand les avions bombardent, chacun est terré chez lui? C'est-à-dire qu'on ne donne pas aujourd'hui la possibilité à ce qui existe comme ressort au niveau du Soudan, que les gens puissent s'organiser, se rencontrer pour voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, puisque les populations se cherchent. On a même tenté ce qu'on appelle des trêves humanitaires, arrêter de tirer pendant 3 heures, que les gens puissent au moins sortir, aller se ravitailler, parce qu'ils sont dans les maisons depuis plusieurs jours. Ils sont pour une bonne partie également en période de jeûne. Mais malgré tout, les deux camps ne l'ont pas fait.
ils n'ont pas respecté la trêve de 3 heures. Si on ne peut même pas avoir une trêve de 3 heures, comment les ressorts internes du Soudan vont pouvoir se mettre en œuvre pour trouver une solution à ce problème? Nous restons attentifs à l'évolution de l'actualité au Soudan. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.